pour un avant-dernier lancement de 2019. Le prochain aura lieu le 20 décembre prochain et il s'agira de l'abécédaire de l'île Maurice qui a été écrit par Alain Gordon-Gentil, qui sera lancé ici le 20. C'est dire que ce n'est même pas la peine de vous envoyer une invitation. Tous ceux qui sont là sont invités pour le dernier événement. Le 19, pardon. C'est vrai. Je crois qu'il faut surtout se réjouir aujourd'hui que cet établissement NSI abrite 2 lancements. Outre celui de notre ami Issa Asgharali, les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice, immédiat de Rama Bounous Hamid, pour faire preuve de générosité bien évidemment, parce qu'il n'y a pas de frontière entre les deux, qui lance Thrills en haleine, des histoires suspense de la collection Maurice, qui regroupe plus de 25 auteurs qui sont présents de l'autre côté. Mais en ce qui nous concerne, j'accueille aussi au nom de Petrus Mock, Kaïta Ambel, qui est le président du National Arts Fund, du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, qui peut se flatter lors d'un premier déplacement de son ministre, revient quand même avec quelque chose dans ses valises, qui est la reconnaissance du Sega typique chagossien. Nous accueillons aussi la directrice du conservatoire du conservatoire François Mitterrand, Claudine Rico, et le président de l'Open University, Raj Dumois Pentia. Et nous saluons aussi au passage Emmanuel Guiré de l'IFM. Issa Asgharali remet une couche cette fois-ci, après l'interculturel ou la guerre, écrit sur les langues, comme un roman sans fin et les autres, île Maurice des cultures, et son avant-dernier, anthologie littéraire de 1778 à nos jours, les pratiques culturelles et les industries culturelles émergentes à Maurice. Pour ceux qui ont eu l'occasion déjà de feuilleter le livre, ce livre ne se lit pas comme un roman, cela va devenir assez rapidement, à mon sens, un ouvrage de référence. Et avec raison, il le dit en 4e de couverture, ce genre d'enquête existe partout ailleurs dans le monde. Quelles sont les pratiques culturelles? Quelles sont nos habitudes culturelles? Il y a comme dans d'autres pays, on parle des habitudes de lecture, des habitudes du cinéma, des habitudes sexuelles, des préférences et autres. Et ici, on n'a jamais eu une référence des pratiques culturelles de notre pays. On se contentait de dire, il y a les Mauriciens qui lisent pas ou qui lisent peu. Maintenant, ils sont passés sur Facebook, c'est encore moins. Et là, c'est assez complet. Je ne vais pas déflorer le sujet. Il suffit de dire que Issa a dirigé une équipe d'enquêteurs sur le terrain avec des questions tout à fait précises et les réponses ont permis, bien évidemment, de tirer des conclusions et qui nous serviront peut-être pour les 50 prochaines années et qui vont certainement intéresser les chercheurs en matière culturelle. Voilà. Pour présenter le livre, nous appelons George Easton, qui lui-même est un auteur, dont le livre sur l'éducation a impressionné les lecteurs compte tenu de la qualité des lectures qu'il a faites, justement. Ça a été un énorme défi, et lui-même il a dit lors du lancement qu'il avait pris au moins 25 à 30 ans pour écrire ce livre. Donc George Easton est bien placé pour nous parler du livre de Issa Asgharali. En 96, 97, 95, 96, avec toute une équipe composée de sociologues, de psychologues, d'historiens, j'étais l'historien de service, et de linguistes, etc.
Et je vois que chez Issa, il y a de la continuité, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui est rigoureux, qui a un sens de la rigueur et qui en même temps un sens de la générosité, un sens de l'amitié, mais surtout c'est un dur travailleur. Moi je le connais de longue date, mon papier casse coco sur la tête. Hein. Alors je l'ai connu d'abord aux archives, par la suite on a été collègues pendant je crois quelques jours, j'étais sur le point de partir au MAI. Et je suis arrivé au John Kennedy College comme enseignant d'anglais et de français. Et depuis Italique, justement en 89, avec Jumir, etc., on a collaboré, on a eu l'occasion d'approfondir notre amitié. Mais c'est pas pour cela que justement nous sommes nécessairement d'accord sur tout. Hein, et du choc des idées jaillit la lumière. Alors, je crois que Finlay a tout dit. Et moi, je vous dirais que c'est une pure coïncidence que, pas plus tard que hier matin, j'ai pris connaissance d'un article qui est apparu au début de 2019 dans The London Review of Books, donc écrit par Owen Bennett-Jones, on the state of the BBC, ce que les Anglais appellent affectueusement the Beeps. Ça d'une part, et aussi le livre comment il s'appelle, d'Armugam, de Nanda Armugam, hors antenne, que j'ai pu me procurer hier. Et c'est une coïncidence. Je vais vous citer ce que, par exemple, Nanda Armugam dit à ce sujet. L'avènement du numérique, sur la 4e de couverture, a bousculé complètement le secteur audiovisuel, des transformations énormes et inattendues. La télévision n'est plus ce qu'elle était, elle évoluera encore, le pays progresse et la télévision nationale régresse. L'audiovisuel public réussira-t-il à relever les nouveaux défis? Et pour ce qui est de cet article sur la BBC, je vous citerai tout simplement une phrase. Depending on how one defines the BBC's purpose, the license fee income of 3.8 billion pounds sterling, donc milliards, is either too much or not enough. Pourquoi dit-il cela? Parce que dans un monde dominé par Facebook, Amazon, Apple, Netflix and Google, it's even harder for the BBC to keep up. It is estimated that Netflix alone, say $12 billion that it spends on content, is spent on content in 2018. It has a global audience of more than 130 million, etc., etc., a figure that is increasing by more than 2 million each month. Donc le problème qui se pose, chez nous comme ailleurs, c'est justement qu'il faut faire des études. Et c'est là où justement ce que Issa a entrepris ici constitue une mine d'or. Une mine d'or pour les auteurs, pour les acteurs dans ce domaine. Donc, il faut disposer de données fiables. Et là, d'où le recours à la sociologie. Et je crois que c'est un ouvrage qui tombe à pic, parce que ce n'est pas courant à Maurice. Vous savez, quand on parle de marketing, c'est très important que quand vous produisez un livre, puis vous le faites par passion. Et vous vous dites, probablement, les gens achèteront. Mais très souvent, c'est pas évident. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce que nous avons nos pesanteurs chez nous. Et très souvent, on va acheter une pizza ou quelque chose d'autre pour 10 fois le prix du livre. Mais bon, c'est pas dans nos habitudes, dans nos mœurs. Mais je crois que c'est pourquoi il était important d'avoir ces inputs, n'est-ce pas, ces données. Et là, c'est un outil important, vraiment important. Et
je dirais aussi ceci, qu'à la fin de l'ouvrage, vous savez, c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout. Il cite 4 ouvrages, ceux de Bernard Lahire, La culture des... voilà, j'ai la culture des... Jeanne Clément, La culture expliquée à ma fille, Antoine de Baerck, Crise dans la culture française, et les conséquences culturelles de la globalisation. Eh bien, je crois que ce livre se présente comme un ouvrage intéressant à tous ceux qui... bon, il faut cesser de ronronner, hein, parce que nous vivons dans un monde globalisant et il est important que nous soyons sérieux, nous fassions les choses de manière professionnelle, que nous sachions utiliser les réseaux sociaux et aussi parce qu'en même temps on participe à l'éducation. Moi je dis toujours, il y avait je crois un Premier ministre anglais qui disait à la fin du 19e siècle aux parlementaires, I think we have to educate our masters. The masters c'est le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors ici je crois que c'est ça. Et on parle de high, n'est-ce pas, de highbrow culture et de lowbrow culture. Qu'est-ce qui est lowbrow, qu'est-ce qui est highbrow? Je crois que dans un de ces 4 livres, justement, il y a quelqu'un qui explique que ce n'est pas homogène, c'est hétérogène. Quelquefois, c'est même il y a des différences. Parce que on peut aimer faire du karaoké, ou faire chanter, ou faire du rock and roll, mais ça ne nous empêche pas de nous plonger dans des ouvrages de philosophie, etc. Donc je crois que c'est toi-même qui disais ça, que Umberto Eco avait dit que l'intellectuel aujourd'hui ne doit pas simplement raser les murs, etc. Il doit fréquenter des nightclubs, bien sûr, à condition qu'on... we should remember that we are no longer 20. Mais alors voilà, c'est ça, je ne vais pas déborder, mais je pense que c'est un ouvrage qui vaille la peine, parce que c'est une continuation de celui-là, et là-bas on voyait que les choses n'ont pas vraiment changé. C'est-à-dire qu'à l'époque, en 1985, quand on a fait cette étude, on avait vu que les 2 obstacles majeurs, c'était le manque d'argent, le manque de temps. Et ici, est-ce que les Mauriciens, entre-temps, parce qu'il y a eu une prospérité, mais est-ce que maintenant il y a une diversité de possibilités, n'est-ce pas? Voilà ce que j'avais à dire. Je salue tous les passionnés de l'art et de la culture qui sont présents aujourd'hui. Vous savez, le National Arts Fund qui opère plutôt sous l'égide du ministère des Arts et du Patrimoine culturel, est heureux de s'associer à ce projet d'Issas Garali, un projet de recherche, il faut le préciser, et qui tombe sous les critères pour l'obtention d'un grant sous le National Arts Fund. C'est quoi le National Arts Fund? C'est un projet qui a été mis en place en 2018 suite à une mesure budgétaire 2017-2018 pour soutenir l'industrie, enfin je dis l'industrie, mais pour soutenir l'art en général et la culture. Et comme le soutien était une revendication et une demande qui date depuis belle lurette, et donc ce projet est venu au bon moment pour qu'on puisse réellement venir soutenir les artistes dans leurs projets artistiques, bien sûr. Alors, nous avons eu le feu vert du gouvernement pour venir soutenir les artistes, mais il fallait trouver un mécanisme pour allouer ces fonds-là aux artistes, et c'est là que nous nous sommes dit que ce fonds doit pouvoir aider tous les artistes indistinctement dans toutes les disciplines, allant de l'art plastique, passant par la musique, au théâtre, et donc toutes les disciplines sont couvertes par ce fonds.
Et nous avons aussi pensé que pour galvaniser ce fonds, il fallait toucher tous ceux qui aiment l'art et qui veulent promouvoir l'art, c'est-à-dire les artistes confirmés, établis, mais aussi ceux qui démarrent, ceux qui ont du talent et qui veulent du soutien pour pouvoir démarrer, pour pouvoir réussir ce qu'ils veulent faire. Donc nous avons voulu faire pour les artistes émergents un grant qu'on appelle le Emerging Talent Grant. Et ce grant-là, on finance les projets à une hauteur de 70% de la valeur du projet. Et le seuil, c'est de 300 000 roupies. Il faut bien que je vous explique ça parce que je sais qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont au courant que ce fonds existe et comment avoir accès à ce fonds. Donc ça, c'est un grant pour les émergents. Maintenant, pour les confirmés, c'est un petit peu plus important puisque nous finançons jusqu'à 50% de la valeur du projet et jusqu'à un seuil de 800 000 roupies. Donc, ce sont les artistes confirmés dans n'importe quelle discipline, comme je l'ai dit plus tôt. Et puis, nous avons pensé aussi que la formation, le empowerment, comme on le dit, est important dans le domaine de l'art, que ce soit l'artiste lui-même ou alors toutes les personnes qui travaillent dans le métier de l'art. Et nous avons pensé à un grant qui s'appelle le Capacity Building Grant. Et ça permet d'organiser des formations de courte durée, ne dépassant pas un mois, et que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau artistique, que ce soit au niveau de support logistique, qu'importe, mais nous soutenons des projets, des personnes qui sont dans le domaine de l'art, de venir de l'avant avec des projets pour pouvoir faire partager les connaissances et l'expérience et tout ça. Ça, c'est le troisième. Et le dernier, c'est le Research Grant. C'est le grant que ISA a bénéficié, son projet a bénéficié. C'est un grant, on s'est dit aussi que, vous savez, dans tous les domaines, la recherche est importante. Donc, nous avons voulu, nous, avoir un grant là qui sera mis à disposition de ceux qui veulent faire de recherche pour améliorer, promouvoir et améliorer le paysage artistique et culturel de Maurice. Et ce projet de recherche est financé à un maximum de 60% et jusqu'à 500 000 roupies. Donc, à travers ces 4 grants-là, on essaye de toucher tout le monde qui est dans le domaine de l'art et de la culture à Maurice. Et nous faisons 3 appels à projets par an, donc ça se fait par appel à projet, sauf le Capacity Building qui peut être à n'importe quel moment de l'année, mais les 3 autres grands, on fait des appels à projets en février, en juillet et en octobre. Donc, ben voilà, c'est une information importante, je pense, dans le cadre de ce lancement, puisque nous, ce que nous voulons, c'est que le maximum de personnes puissent bénéficier de ce soutien. Et pour terminer, je peux dire que le projet de ISA figure parmi la quarantaine de projets que nous avons déjà financés, dont certains sont complétés et d'autres sont en cours de réalisation. Ben, pour terminer, je dirais à Issa, je crois qu'il a fait un travail, un ouvrage qui restera dans les annales, puisque c'est une première d'abord. Et puis, je crois que le contenu va être un outil très important pour tous ceux qui sont passionnés de l'art et qui veulent faire avancer la cause artistique et culturelle à Maurice. Je remercie Issa pour cela et je le félicite pour le travail qu'il a accompli. Ben, je vous dis bonne soirée et bonne lecture de l'ouvrage et surtout que cet ouvrage puisse vous apporter encore de matière pour la réalisation de vos projets futurs. Merci beaucoup de votre attention. Ce n'est pas la première fois, car j'ai lancé ici même en 2015 Écrit sur les langues et l'année dernière Maurice, une anthologie littéraire de 1778 à nos jours. Sans compter Discovering Your True Self in Sadhana
de sa revue. Il faudrait ajouter que la librairie Petrus Mock accueille chaque mois l'équipe de la MBC pour le tournage de l'émission Passerelle. C'est un peu notre studio, n'est-ce pas, Dean? Je remercie surtout le National Art Fund du ministère des Arts et du Patrimoine culturel d'avoir soutenu ce projet de recherche qui a mené à la publication du livre. Pourquoi ce livre? Mais d'abord, quelles sont ces pratiques culturelles? Ce sont des activités concrètes, observées, nées de la tradition ou de l'improvisation. Elles sont un terrain d'étude privilégié, car elles sont peut-être celles qui permettent de saisir ce qu'il y a de spécifiquement social dans les comportements humains, car elles concernent des biens et des services qui ne sont pas de première nécessité et qui sont par conséquent superflus, pour reprendre le mot de Marcel. Selon cette définition relativement large de la culture, définition qui est adoptée par les enquêtes sociologiques sur les pratiques culturelles, ne sont pas considérés comme culturels uniquement les biens et services liés aux œuvres de l'art. Sont pris en compte ceux qui concernent la communication, presse, radio, télévision, mais aussi les loisirs, sorties au théâtre. Alors que les enquêtes sur les pratiques culturelles sont plutôt fréquentes à l'étranger, notamment en France, d'où nous vient notre modèle du ministère de la Culture. J'ai déjà dit qu'il n'y a pas de ministère de la Culture au Japon, en Angleterre, aux États-Unis. Donc notre modèle du ministère de la Culture créé en 1982, ça vient de France. Et on sait que le Premier ministre de la Culture, c'était André Malraux. Alors, ces enquêtes sont fréquentes à l'étranger, notamment en France. Alors ici, à Maurice, on ne dispose pas de ces précieuses données que fournissent de telles enquêtes. Dans le cadre de l'étude pluridisciplinaire sur l'exclusion à Maurice, initiée en 1996 par la présidence de la République, c'est ce que Georges vient de rappeler, j'ai réalisé moi-même une petite enquête sur les pratiques culturelles et le processus d'inclusion-exclusion. Plus de 23 ans après cette enquête et plus de 51 ans après l'indépendance, il m'a semblé opportun de réaliser une enquête sur une plus grande échelle et d'y adjoindre les industries culturelles émergentes qui incluent entre autres le tournage de films et l'organisation de grands concerts. Je vous dis quelques mots sur la méthodologie de l'enquête parce que c'est un projet de recherche humain. L'enquête quantitative a été réalisée grâce à l'administration de 1000 questionnaires à un échantillon représentatif de la population mauricienne. La petite équipe d'enquêteurs a tenu compte des variables, entre autres le sexe, le groupe d'âge, la zone d'habitation, la confession religieuse, le niveau d'études et la marge des revenus. En ce qui concerne l'enquête qualitative, elle est axée sur 17 entretiens avec des professionnels de la culture à Maurice, des gens qui vivent de la culture, hein. Directeurs de galeries d'art, d'imprimerie, de librairie, de théâtre, de salles de cinéma, de musées, etc. Les interviews de ces différents acteurs de la scène culturelle ont eu lieu de novembre 2018 à juin 2019. Je voudrais mentionner ces 17 personnes qui ont accepté de répondre à nos questions. Certaines n'ont pas pu venir au lancement, ils s'en excusent. Dans le secteur du livre, Pascal Sioux, représenté ici par Christine Annie,
Ahmad Suleiman, Vincent Larifat, Yashvin Assamal, Belinda Ramnot et Pierre-Emmanuel Guilleret. Dans celui des arts plastiques, Krishna Lakshman, Salim Karimji, Vako Bessak et Charlie Deutman. Dans le domaine muséal, Edwige Bufflet, de l'Aventure du sucre. Dans le secteur de la musique et des spectacles, Paul Olsen et Claudie Rico. Le théâtre, Ashish Bissonnial et Gaston Vallaudel. Et le cinéma, Sachin Newton et Amrish Soukar, de Amici. Le travail informatique réalisé par 2 personnes a consisté essentiellement à préparer les questionnaires, à entrer les réponses aux 34 questions de chaque questionnaire et à croiser certains résultats. Je vous demanderai donc d'applaudir cette petite équipe qui est présente ici. Alors, Emeline Chan, si elle peut... Emeline Chan, Manish Boudram, alors Hans Gunawardene, Clarina Guillaume. Alors, ils ne sont pas tous ici, malheureusement. Donc, voilà. Alors, peut-être ce qui vous intéresse. Alors, quelques conclusions. Ben, je vous laisse donc les découvrir en feuilletant le livre, en lisant le livre. Alors, tout de même, quelques conclusions. Pour que l'action culturelle de l'État ou d'une institution privée soit plus utile et efficace, il faudrait qu'elle soit axée sur un ensemble de données objectives qui présentent un état des lieux de la situation culturelle dans un pays. C'était l'ambition de ce projet de recherche qui interrogeait directement celles qui sont concernés par les pratiques culturelles, à la fois en amont et en aval. Les créateurs ou producteurs, éditeurs, imprimeurs, libraires, comédiens, metteurs en scène, plasticiens, musiciens, etc. et les récepteurs ou acheteurs, c'est-à-dire le public en général. Alors, une conclusion. À Maurice, le premier acteur sur la scène culturelle, à la fois par le budget et le nombre d'activités, demeure le secteur privé. On en a parlé à Dimanche Culture. Et donc, je vous signale aussi qu'il y a l'émission Métissage qui sera consacrée à ce livre demain, à l'MBC. Donc, je l'ai déjà dit auparavant. Hein. Alors, l'État, là, on a les chiffres dans le livre. L'État, à travers le ministère des Arts et du Patrimoine culturel, dispose d'un budget annuel de 517 millions de roupies. Estimate 2019-2020. Ce n'est pas un secret d'État. Alors que le chiffre d'affaires annuel de seulement 3 institutions du privé, une imprimerie Précigraphe, c'est-à-dire qui a imprimé le livre, et 2 éditeurs libraires, les éditions Le Printemps et les éditions de l'Océan Indien, atteint déjà 428 millions de roupies. Voilà. Donc l'État n'est pas le premier acteur sur la scène culturelle. Mais je ne sais pas pourquoi, depuis la création du ministère en 82, on a les yeux braqués sur l'État, sur le ministère de la Culture, sur le ministre. D'ailleurs, Finlay, je dis à Finlay qu'il a fait, je crois, plus de 470 éditions de Dimanche Culture. J'ai dit aux journalistes des pages culturelles, que ce soit Mauricien, l'Express et le Défi, voyez un peu les activités au cours de la semaine culturelle, vous verrez que la majorité, c'est de l'État. C'est du privé et pas de l'État. Récemment, il y a eu le festival créole, mais ça, c'est pas chaque semaine, chaque mois. C'est très rare. Donc, 428 millions, 3 seulement,
et 517 millions. Et vous savez que Achille Bissonnier a donné le chiffre, mais ça a déjà été donné par René Leclésieux. Le Coda Art Center a coûté 1 milliard d'euros, qui dit mieux, 1 milliard d'euros. Et là, c'est folie bout. Alors que les autres théâtres, Théâtre du Plaza, de Port-Louis, on attend la réouverture. Alors, autre conclusion, en 1996-1997, selon l'étude pluridisciplinaire sur l'exclusion, 70% des répondants sur le plan national ne lisaient pas un seul livre par an. Lecture, c'est non scolaire et non professionnelle. En 2019, le pourcentage des répondants dans cette catégorie est de 12,8%. C'est peut-être une bonne nouvelle. Mais attention, pour expliquer cette grande différence, il faudrait souligner que l'objectif de la première enquête concernait l'exclusion et ciblait avant tout des répondants en situation de précarité. Par contre, la seconde enquête concerne les pratiques culturelles et cible forcément les répondants ayant les moyens de ces pratiques, d'en faire. C'est ainsi que 55% des répondants ont des salaires mensuels entre 15 000 et 50 000 roupies et que 92,6% ont terminé des études secondaires ou supérieures. Alors les questions 32, 33 et 34, les dernières questions, fournissent des données sur les répondants et les industries culturelles émergentes. La question 32. Somme mensuelle consacrée d'habitude aux pratiques culturelles. On a posé cette question donc aux répondants, aux 1000. Alors ça donne les résultats suivants. 0 à 1000. 0 à 1000 par mois. 45,4%. 1000 à 2000. 30,4%. 2000 à 5000. 9%. Et 5000 à 10 000, 7%. Ainsi, 75,8% consacrent jusqu'à 2000 roupies mensuellement à leur pratique culturelle. Et puis, comme Finlay l'avait dit dimanche dernier, ça coûte. Hein. Pour aller à un concert, il faut aussi le transport, hein, le taxi, l'essence. Tout ça, ça coûte. Il faut, c'est pour 2 personnes en plus. Donc, les pratiques culturelles. C'est pour ça que j'ai mis sur la jaquette du livre cette phrase la culture n'a pas de prix, elle a un coût. Parce que lorsqu'on parle des industries culturelles, il y a des personnes qui sont un petit peu embarrassées. Non, les industries culturelles existent bel et bien. Le livre, c'est une industrie. C'est l'industrie du livre. C'est un gagne-pain. Et donc, il ne faut pas s'étonner de ça. Mais la culture n'a pas de prix, mais elle a un coût. Voilà. Et dernière conclusion, Jérôme Clément, créateur de la chaîne culturelle AOT et ancien directeur du Centre national du cinéma, CNC en France, je crois qu'il est dans ce moment président du théâtre de Châtelet, écrit dans La culture expliquée à ma fille en 2010, je le cite, 3 Français sur 4 ne vont jamais dans les musées. 1 sur 2 ne va pas au théâtre. Fin de citation. À Maurice, selon les résultats de l'enquête quantitative, donc là, en ce moment, là, c'est pas une bonne nouvelle, 1 sur 2 n'est pas allé dans les musées au cours des 12 derniers mois. 1 sur 2. Et 4 sur 5, environ 80%, ne vont pas au théâtre. C'est pas moi qui le dis. Ce sont les gens qui répondent. C'est les 1000 répondants. Ce n'est pas à l'échelle de la nation, ce n'est pas un recensement, mais tout de même, comme toutes les enquêtes, ça donne une idée de la tendance. Alors, la conclusion de Jérôme Clément est ainsi très pertinente à Maurice. Il y a, je cite, il y a encore beaucoup à faire. Il faut toujours continuer à se battre, à donner des moyens, à trouver de nouvelles formules, de nouvelles propositions pour avancer. Rien n'est jamais acquis. Il faut
inventé. Mesdames, Messieurs, pour terminer, je tiens à remercier Finlay Salès de présider encore une fois cette cérémonie de lancement, Gaëtan Abel d'avoir bien voulu nous dire quelques mots sur le National Art Fund et sur le livre, et George Hitson d'avoir présenté brièvement sa lecture personnelle du livre.